Deux femmes vivant à une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre, qui ne se connaissent a priori pas et n'ont à première vue rien en commun, disparaissent mystérieusement le même jour. Mais rapidement, les enquêteurs vont découvrir tout un enchaînement de choses qui ont probablement mené à leur disparition, des choses qui semblent toutes droit sorties d'un film. Un gang de bikers, de la drogue, un meurtre. Sauf qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un film du tout. Cela s'est réellement déroulé aux États-Unis il y a à peine 2 ans et demi. Laissez-moi vous faire découvrir, au travers de ce nouvel épisode de HVI, les histoires de Daniel Tyler et de Heather Grogg. Générique. Nous sommes début 2020. Danielle, une jeune lycéenne de terminale, tout juste âgée de 18 ans, vit avec sa grand-mère Sherry à Taneytown, dans le Maryland. Sa passion, c'est l'audiovisuel. Elle a d'ailleurs suivi des cours spécialisés dans la production vidéo, ainsi que des cours de photographie, et elle est sur le point d'obtenir l'équivalent de son baccalauréat audiovisuel. Sauf qu'à cause de la pandémie, sa cérémonie de fin d'études est reportée. Danielle est une plutôt bonne élève. Elle a d'ailleurs l'intention de continuer dans cette voie afin de vivre de l'une de ses passions, soit la photographie, soit la vidéo. Bref, tout se passe à merveille pour elle, même si son enfance n'a pas été toute rose. En effet, si elle habite avec ses frères et ses sœurs chez sa grand-mère, c'est parce que ses parents n'ont pas pu en assumer la charge. En amour aussi, tout se passe bien. Jusqu'en mars, parce que début mars, Danielle se fait larguer et elle a beaucoup de mal à l'accepter. À la suite de cette rupture, la jeune femme se met à radicalement changer de fréquentation et elle commence à fréquenter un jeune homme du nom de Monroe Merrill. C'est un bad boy, comme on dit, quelqu'un qui a déjà fait de la prison et qui semble être impliqué dans le milieu des MC, les clubs de bikers, dont certains sont, aux États-Unis, plus proches d'un gang que d'un groupe d'amoureux de moto qui aiment simplement rouler ensemble. Il y a de nos jours de nombreux MC, dont certains que vous connaissez sans doute de nom, à commencer par les mondialement célèbres Hells Angels. Et le club que fréquente Monroe Merrill, c'est celui des Pagans, au sein duquel il semblerait qu'il soit un prospect, c'est-à-dire une nouvelle recrue en test, pour faire simple. Raison pour laquelle sa veste n'arbore pas les couleurs du club. Bref, Daniel semble maintenant sortir avec Monroe et fréquenter les amis de ce dernier de plus en plus souvent, à tel point qu'elle ne revient plus que très rarement au domicile de sa grand-mère. Et lorsqu'elle revient, elle parle très peu de ses nouveaux amis. D'ailleurs, pendant les premiers jours d'avril 2020, elle fait un rapide saut chez Sherry pour récupérer des affaires, là encore, sans donner aucune explication sur l'endroit où elle va et avec qui. Le 6 avril 2020, Sherry reçoit un texto de sa petite fille lui disant qu'elle en a marre des drames et qu'elle va couper son téléphone définitivement. « Mimao, je crois que je vais éteindre mon téléphone pour un petit moment, je suis pas sûr. J'en ai juste marre de tous ces drames. » Sherry suppose que Daniel fait allusion à son ex-petite amie, mais elle n'est vraiment pas sûre que ce soit le cas. Et quand bien même, pense-t-elle en recevant le message, ça lui semble vraiment bizarre et ça ne ressemble pas à la Daniel qu'elle connaît du tout. Elle commence à devenir réellement inquiète et ses craintes vont s'avérer justifiées. C'est la dernière fois qu'elle a jamais reçu des nouvelles de Daniel. Heather Grogg est une femme de 33 ans qui vit à Westminster, dans le Maryland. Elle est mère de 4 enfants, âgés de 14 à 18 ans, mais il semblerait qu'elle en ait perdu la garde depuis un petit moment. Pour autant, elle les voit toujours régulièrement, comme en attestent les photos sur sa page Facebook. Mais la situation de Heather est très précaire. Il semblerait qu'elle ait travaillé en cuisine dans un petit restaurant du coin pendant un certain temps, mais avec le Covid, elle a été remerciée. Devant ces difficultés, David Sanford et sa compagne, Emily Rose Day, ont proposé à la jeune femme de venir habiter chez eux et, en échange du gîte et du couvert, de s'occuper de leurs 2 enfants. David n'est pas un parfait inconnu, c'est un ami de la famille de Heather et en particulier de sa sœur Brandy Hebb, chez qui il a déjà habité de par le passé. Il est d'ailleurs le parrain de la fille de Brandy. Héberger Heather semble donc être un simple renvoi d'ascenseur, comme on dit. Certains l'avaient peut-être déjà deviné, David Sanford fréquente lui aussi les clubs de bikers, et il est entre autres ami avec Monroe Merrill, le nouveau petit ami de Daniel. C'est ainsi
que les deux femmes ont fait connaissance, Heather faisant partie de ce nouveau cercle d'amis que fréquente Daniel. Mais ces gens ne sont pas tous ce que l'on pourrait qualifier de fréquentables. Et d'ailleurs, les deux femmes vont bientôt être impliquées dans un drame qui va coûter la vie à un homme. Le 18 mars 2020, à 7h34 du matin, le bureau du shérif du comté de Jefferson, en Virginie-Occidentale, reçoit un appel. Un automobiliste a vu un feu sur le bas-côté et, lorsqu'il s'est arrêté pour vérifier, il a constaté qu'il s'agissait d'un corps humain en flammes. Bonjour la vision de bon matin en allant travailler. En arrivant sur place, les officiers découvrent une large mare de sang sur la chaussée et une traînée qui mène tout droit au corps, encore en train de brûler, à environ 1,50 m de la route. Ils éteignent l'incendie avec un extincteur, mais c'est trop tard, la victime est décédée. Après analyse des empreintes digitales via les fichiers du FBI, l'identité de la victime est annoncée. Il s'agit de Jonathan Riddle, alias John, un homme marié de 33 ans, beau-père de Gabrielle et Madeleine, les enfants d'un précédent mariage de son épouse Diane. Le véhicule de John, une Ford Fusion noire modèle 2019, est lui retrouvé un petit peu plus tard, le 21 mars, à 45 km de là, brûlé dans un champ le long de la US 340, à proximité de Brunswick, dans le Maryland voisin. John est un menuisier de formation qui travaille depuis peu dans une compagnie de climatiseurs. Il est marié à Diane depuis à peine 2 ans et le couple est très heureux ensemble. John adore les enfants de Diane et eux aussi l'aiment beaucoup. Il est gentil, attentionné, serviable et il aime voyager. L'année précédente, il est parti en croisière avec Diane pour la première fois et les deux ont tellement aimé qu'ils en prévoyaient une nouvelle en août de cette année 2020. Et pour finir de vous dresser le tableau, il prévoyait, avant le drame, de devenir pompier volontaire. Alors, qu'est-il arrivé à cet homme, a priori bon père de famille et sans histoire ? Eh bien, c'est ce que la police est bien décidée à découvrir. Le 18 mars 2020, à 17h30, la police se rend au domicile de John et Diane pour s'entretenir avec cette dernière, qui a déclaré la disparition de son mari à la police de Tyneton seulement 1 heure plus tôt, à 16h30. Elle explique que John a dû quitter la maison alors qu'elle était déjà couchée parce que, lorsqu'elle est allée au lit, la veille, il était toujours là. En revanche, lorsqu'elle s'est réveillée, il n'était pas rentré et en consultant une application de localisation installée sur le téléphone de John, elle a pu constater qu'il avait effectivement quitté le domicile après qu'elle soit allée se coucher et qu'il s'était rendu à Westminster, sans doute avec la Ford Fusion, qui était elle aussi manquante. Dans le même temps, les enquêteurs recherchent toute trace du véhicule dans la nuit du 17 au 18 mars et découvrent que le véhicule a été enregistré à 4h05 et 31 secondes par un lecteur automatique de plaques d'immatriculation situé le long de la US 340, au nord du comté de Jefferson. La Ford Fusion, immatriculée 7EB 7392, roulait en direction du sud. Et 2 secondes avant la Ford Fusion, le lecteur de plaques a enregistré un autre véhicule, immatriculé, lui, 9BY0804. Ce véhicule correspond à une Chevrolet Sedan de 2015 et semble appartenir à un adolescent vivant toujours chez ses parents, sur Stone Road, avec son frère aîné, Monroe Merrill. Le 20 mars 2020, le sergent Holtz du bureau du shérif du comté de Jefferson se rend donc au domicile de la famille Merrill, où la Chevrolet se trouve bel et bien garée dans l'allée. Après un rapide examen du véhicule, du sang y est découvert. Il demande donc à parler à Monroe, seul à seul, car Monroe est déjà connu des services de police et que, comme je vous le disais plus tôt, il a déjà fait de la prison. Pour quel motif ? Eh bien en 2017, il avait été condamné pour kidnapping à 20 ans de prison. Et ne me demandez pas pourquoi, mais il vient tout juste d'être libéré le 17 janvier 2020. Alors que le sergent Holtz interroge Monroe, il remarque que le jeune homme semble extrêmement nerveux. En témoigne la veine de son cou qui palpite anormalement rapidement. Le sergent Holtz remarque également, d'un rapide coup d'œil, qu'une coupure se trouve sur la main de Monroe, entre son pouce et son index. Mais alors qu'il est sur le point de poser des questions plus précises, les parents de Monroe se précipitent hors de la maison et exigent un avocat pour leur fils avant qu'il ne réponde à quoi que ce soit d'autre. Pendant les jours qui suivent, les enquêteurs s'intéressent à l'entourage des différents protagonistes
en décortiquant leurs relevés téléphoniques, en étudiant leur profil Facebook et en interrogeant les proches. Et c'est ainsi qu'ils découvrent que depuis peu, Monroe Merrill semble avoir une relation avec Daniel Tyler. Un informateur leur révèle également que Monroe et Daniel traînent beaucoup chez David Sanford et sa compagne, où habite aussi Heather, qui s'occupe de leurs enfants. Ce même informateur leur apprend que John est un ami de longue date de Heather et va leur détailler les événements terribles survenus au cours de cette nuit-là. Dans la soirée du 17 mars 2020, Monroe Merrill, David Sanford, Emily Day, John Black et d'autres individus se sont rendus à une soirée organisée au clubhouse du MC des Pagans à Falling Waters. Pendant qu'ils sont à la soirée, John Riddle rend visite à son amie Heather. Plusieurs hypothèses ont circulé par rapport à cette visite, infidélité, simple visite ou consommation de drogue, et il semblerait que ce soit cette dernière hypothèse qui soit la plus probable. En effet, Diane, l'épouse de John, confirme que son mari et elle sont d'anciens toxicomanes, et elle avait remarqué que, depuis peu, John semblait avoir rechuté. Mais il essayait de le lui cacher, et ne voulant pas le contrarier, elle avait fait comme si elle l'ignorait. Donc, il est possible que John se soit rendu chez David et Emily pour se shooter avec Heather, pendant que les autres n'étaient pas là. Mais lorsqu'ils sont rentrés, une violente dispute a éclaté. Monroe et David ont accusé John de leur avoir volé de la méthamphétamine pour un montant de 40 $. Ce qui semble confirmé par la mère de John, qui a reçu plusieurs messages de son fils à minuit 41 ce soir-là, lui disant qu'il était dans une mauvaise posture et avait besoin d'aide. Parmi les messages, le mec va me buter si je ne lui donne pas 40 $. J'ai peur. Et enfin, je suppose que je suis un homme mort alors. Avait finalement envoyé John après n'avoir obtenu aucune réponse. John a ensuite tenté de s'enfuir de l'appartement au 301 East Main Street, mais Monroe l'a maîtrisé et a dit à David d'aller chercher un couteau. Ce dernier est revenu avec un petit couteau pris dans la cuisine et l'a planté dans l'abdomen de John à 2 reprises. Après quoi, les 2 hommes et leurs comparses qui étaient avec eux à la soirée ont rué John de coups avant que Monroe ne lui ligote les mains et les chevilles avec des morceaux de drap découpés pour l'occasion. Le témoin affirme qu'à ce moment-là, John est toujours vivant. A noter qu'avant que David Sanford ne se serve du couteau, sa compagne, Emily Rose, lui a tendu une paire de gants en latex pour ne pas laisser de traces. Qui se ressemble, ça semble, hein. Et peu de temps après avoir attaché John, il est chargé dans sa Ford Fusion. Monroe prend le volant, David et John Black montent avec lui, et les autres individus montent à bord de la voiture du jeune frère de Monroe, qui était ou pas présent ce soir-là. Je n'ai pas réussi à confirmer l'information. Le convoi de 2 véhicules se met en route sur la 340 pour se rendre à l'endroit où le corps de John a été retrouvé. Une fois sur place, le pauvre John est de nouveau poignardé à de nombreuses reprises, traîné sur environ 1,50 m, et le feu est mis à son corps. Il semblerait qu'il n'était pas tout à fait mort lorsque les flammes ont commencé à brûler. Un deuxième témoin confirme l'histoire racontée par le premier, et les deux confirment que Daniel et Heather étaient bien présentes dans l'appartement ce soir-là, ajoutant que Heather semblait en colère. Le 6 avril 2020, le sergent Holtz se rend au domicile de David Sanford et Emily Rose afin de les interroger eux, mais aussi et surtout Heather. A noter, là aussi c'est important, que ce 6 avril, les 2 informateurs n'ont pas encore fait leur révélation aux enquêteurs. Le sergent Holtz interroge entre autres Heather donc, à l'extérieur du domicile, pendant que David et Emily sont, eux, toujours à l'intérieur. Heather confirme qu'effectivement, John Riddle est venu lui rendre visite dans la soirée du 17 mars, mais qu'ils étaient seuls et que John est reparti en bonne santé avant le retour des autres. Le sergent Holtz repart, et c'est ce 6 avril que Heather et Daniel sont déclarés disparus par leurs familles respectives. Sont-elles en cavale ? Ont-elles été mises sous protection par la police en tant que témoins ? Malheureusement, la réalité est bien plus sombre que ça. Avant de continuer, je vous invite, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner afin de ne rater aucune des prochaines affaires que je traiterai sur la chaîne. Et bien sûr, pensez au petit pouce bleu et partagez la vidéo à vos amis au maximum. Si le récit vous plaît, il leur plaira aussi sûrement. Et maintenant, retour à l'affaire. Le 9 avril 2020, un mandat d'arrêt était mis à l'encontre de Monroe
et un mandat de perquisition est délivré pour le domicile de David et Emily. Monroe a pris la fuite, il est introuvable, et lors de la perquisition, les enquêteurs remarquent que les tapis de l'appartement où s'est déroulée l'agression de John ont tous été changés. Un troisième informateur révèle que David, Emily, Monroe et Daniel étaient amis avec un certain Jeffrey Smith, chez qui, d'ailleurs, Daniel semblait habiter depuis qu'elle ne dormait plus chez sa grand-mère. L'informateur explique que le soir du 6 avril, Jeffrey et Daniel ne se trouvaient pas au domicile de l'homme et qu'après, il n'y a jamais revu Daniel. Monroe Merrill, qui est en cavale, se fait interpeller le 15 avril 2020 alors qu'il se cache au domicile d'April Branner, situé au 373 Burnside Drive à Falling Waters. Également présent le jour de son interpellation, April bien sûr, est Norman Bradford, qui semble lui aussi habiter la même adresse, dans une caravane située sur le terrain d'April. Là encore, d'après des témoignages, il semblerait que Monroe Merrill et April Branner soient en couple depuis le meurtre de John. Une fois les arrestations effectuées, de nouveaux informateurs, présents au cours de la soirée du 17 mars, commencent à parler. Depuis le meurtre de John, Monroe Merrill et David Sanford craignent d'être dénoncés. Et lorsque le sergent Holtz interroge Heather le 6 avril, il décide de ne prendre aucun risque. C'est la raison pour laquelle, le soir même, David, Emily et leurs deux enfants, Daniel, Jeffrey et Heather, se rendent chez April Branner. Sur place, il y a déjà Monroe, April et Norman. Juste en face de chez April, il y a un mobil-home utilisé par un club de bikers de la région pour faire la fête. Pas les Pagans. Mais ce soir-là, si Daniel et Heather pensent faire la fête une dernière fois avec leurs amis avant de quitter le pays à cause du meurtre de John Riddle, les autres ont un tout autre plan en tête. Pour commencer, des somnifères sont mis dans leur bière. Heather sent qu'il y a un drôle de goût et arrête de boire la sienne, mais pas Daniel, qui s'écroule rapidement. Dans le même temps, Monroe, Jeffrey et Heather partent en véhicule, suivis de près par Norman Bradford. Officiellement, cette virée a pour but d'aller fumer de l'herbe. Lorsqu'ils s'arrêtent au milieu de nulle part, Heather devient méfiante et refuse de descendre. Mais Monroe la rassure et lui avoue qu'il a en fait simplement envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. Elle accepte. Avant de s'éloigner, Monroe donne des instructions à Jeffrey, qui exécute le plan à la lettre. Il attend que Monroe et Heather commencent à faire l'amour, puis se faufile derrière Heather et lui tire 3 balles dans la tête. Pendant ce temps-là, au clubhouse, April et David s'occupent de Daniel. Elle lui donne un sac poubelle qu'il place sur la tête de la jeune fille afin de l'étouffer alors qu'elle est inconsciente. Il est obligé de s'y prendre à plusieurs reprises pendant que sa compagne et leurs 2 enfants sont dans la salle de bain voisine afin de leur éviter le triste spectacle. Ah ouais, c'est pas des monstres non plus. Lorsque Monroe, Jeffrey et Norman reviennent, un grand feu de camp est allumé derrière le clubhouse et il semblerait que le corps de Daniel y soit brûlé en premier. Heather le sera le lendemain soir. Une fois les corps calcinés, Monroe Merrill ratisse les cendres et place tout ce qui pourrait permettre d'identifier les 2 femmes dans plusieurs grands sacs poubelles qu'il jette ensuite dans la rivière Potomac avec l'aide de Norman. Au total, c'est 7 personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire tragique qui part, a priori, d'une stupide querelle pour $40. À moins qu'il ne s'agisse d'autre chose de plus profond. Le fait est que, dans certains gangs, afin de prouver sa loyauté, il faut commettre un meurtre. Pensez-vous que ça puisse être lié au désir de Monroe de rejoindre le club de bikers des Pagans ? Ce qui est certain, en revanche, c'est que ça s'est passé il y a 2 ans et demi et qu'à ce jour, aucune sentence n'a été prononcée. Les différents acteurs sont tous incarcérés, mais il n'y a aucune information nulle part à propos de quelque procès que ce soit. Chose assez surprenante aux États-Unis pour être soulignée. Vous en pensez quoi ? Se pourrait-il qu'il y ait de plus gros enjeux derrière tout ça ? Si malgré l'horreur de cette histoire, l'affaire vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner le cas échéant. YouTube pense que cette affaire va aussi vous plaire, alors foncez et vous me direz. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!